Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va encore revenir à une interview du mercenaire français Paco qui nous dit quelle est la situation dans le Donbass, ou rencontre en tout cas comment ça se passe dans le Donbass, et aussi répond à une question de Yakovlev. Vous verrez bien que la question elle est orientée et qu'il joue au moins plus ou moins le jeu pour savoir quel serait le moral des Russes. Commentez, likez, partagez pour me soutenir. C'est parti pour la vidéo. Vous êtes actuellement dans le Donbass, Paco. Depuis combien de temps vous y êtes? Depuis le mois de juillet. Vous avez vu la situation évoluer? Ça a stagné pas mal. Après, ça c'est intéressant. Il y a par zone. C'est un front très compliqué en fait. Ce qu'il faut comprendre, on n'est pas sur une ligne de front droite. Donc il y a des zones, c'est-à-dire sur 5 km, ça va avancer. D'autres zones qui vont reculer, d'autres qui stagnent. Chaque jour est assez variable. Il n'y a pas vraiment de. On peut pas dire qu'on voit une grande évolution. Voilà. Ça correspond à ce qu'on vous a dit ici, à ce que j'ai commenté, à ce qu'on a constaté plusieurs fois sur Military Summary. Nous avons bien constaté, c'est en contradiction même avec ce que lui-même va dire plus ou moins dans la suite de l'interview, c'est que les Russes ne veulent pas automatiquement perdre des hommes. Ils cherchent d'abord là où il y a une faiblesse ukrainienne. Et donc, comme on vous dit, il y a des endroits où ça stagne et des endroits où ça avance. Après, je ne sais pas s'il y a des endroits où ça avance concrètement pour eux, parce que nous voyons bien sur le terrain que ça stagne ou pas, le front n'évolue que dans un sens. Il peut ralentir pour les Russes ou il avance pour les Russes. En tout cas, du côté russe, il n'y a quasiment pas de recul. Si on prend sur un an, c'est les Ukrainiens qui ralentissent les Russes. Il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus de reprise, il n'y a plus d'opération TikTok comme les Ukrainiens y faisaient avant. Partout sur le front, nous voyons que c'est à l'usure qu'ils se font avoir. Quand ça freine un moment, ça part dans un autre endroit, ça va déstabiliser et après ça reviendra dans ce moment. Comme à Pokrovsk, à un moment, il disait que Pokrovsk n'allait pas tomber. Après, Pokrovsk a subi un enfoncement des lignes et maintenant ça ralentit dans Pokrovsk, mais nous voyons que du côté de Liman, de Kupiansk et tout ça, ça avance. Et quand forcément la situation deviendra critique de ce côté là-bas, probablement que le peu d'unité que l'Ukraine a sera obligé d'aller là-bas aussi. Et ce qui allégera ou qui affaiblira les autres côtés du front, comme là où lui il est. Et surtout, vous allez attendre des choses, des vérités qu'on ne dit pas. Les Ukrainiens ont eu une campagne où nous avons tous vu qu'ils ramenaient des gens au front qui n'avaient pas envie d'y aller et que ça commençait à être mal perçu et que de toute manière, plus ce conflit va, plus les familles ukrainiennes anticipent la conscription de leurs enfants et donc font partir leurs enfants de l'Ukraine. La plupart des jeunes hommes qui n'étaient pas encore à l'âge d'être conscrits ont déjà quitté l'Ukraine. Et donc, quoi qu'il arrive dans les mesures futures, les gens sur qui l'Ukraine pensait pouvoir mettre la main pour en faire des soldats ne seront plus là. Parce que toutes les familles font partir leurs enfants. Et donc vous allez voir que, comme le dit Paco, là où lui il est, c'est quasiment plus les Ukrainiens qui se battent. Voilà la vérité du front d'aujourd'hui. Ceux qui se battent en Ukraine, c'est quasiment plus les Ukrainiens. Chose que là encore, on ne dit pas trop. C'est pas mieux d'en parler. Mais bon, l'occasion que lui il a eu d'être là, sera l'occasion de découvrir ça. On peut pas dire non plus chaque terrain gagné, chaque village repris. Et pour nous, c'est assez important ici. Mais actuellement, on voit que ça stagne quand même pas mal. La seule différence, c'est qu'il y a un rapport de force assez différent sur le terrain, qui est assez compliqué pour nous parfois. Maintenant, c'est côté ukrainien, il y a le côté de la vie qui compte. Donc on essaye de faire en sorte que les soldats ils sont vivants, donc on fait très... Bah oui, il y a du côté ukrainien qu'on s'inquiète des soldats. Et surtout, ici, je ne sais pas si lui, il joue le jeu dans le sens de LCI ou s'il est soucieux de dire la vérité. C'est ça le petit bémol qu'il y a ici. Parce que concrètement, ceux qui ont l'avantage au niveau des drones, au niveau de l'artillerie, c'est les Russes. Donc les Russes, une fois qu'ils ont repéré les Ukrainiens, n'ont pas besoin tout de suite d'envoyer leurs soldats à l'assaut, puisqu'ils peuvent leur causer des dégâts importants avec l'artillerie et avec les drones. Et même si aujourd'hui on ne parle plus beaucoup de l'artillerie parce qu'on sait que les Occidentaux ont raté le coche quand ils disaient qu'ils allaient produire des obus en masse et que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu égaler la production d'obus de la Russie,
et encore moins des alliés qui produisent des zombies pour la Russie, eh ben, ils font croire que c'est quelque chose qui n'existe plus. Alors que nous savons que la Russie a aujourd'hui double avantage sur l'Ukraine, elle a l'avantage sur l'artillerie et elle a l'avantage sur les drones. Donc comment accepter l'idée que ceux qui ont l'avantage sur les drones et sur l'artillerie soient ceux qui se précipitent de sacrifier leurs soldats? Alors nous comprenons tout à fait bien que l'Ukraine n'ayant plus beaucoup de soldats, mais on sait aussi que l'Ukraine a de moins en moins, ou en tout cas a moins d'artillerie que la Russie, et que sur place en Ukraine, ça devient compliqué de cacher l'armement ou même des usines pour produire les drones, parce que les civils qui en ont marre de cette guerre balancent les points qui sont transformés en bâtiments militaires à la Russie. C'est pour cela qu'on a des bombardements précis à l'intérieur des villes. Donc oui, on peut accepter l'idée que l'Ukraine essaye de préserver les hommes parce qu'elle en a de moins en moins, mais raconter ça comme si la Russie ne s'inquiète pas de ses hommes, alors que nous savons que la Russie, ce qu'elle craint, c'est de ne plus avoir une grosse armée à la fin de ce conflit et que les Européens et les OTANiens en profitent pour ouvrir d'autres fronts. Ça, c'est quelque chose que on essaye de réfléchir à l'occidental et de vous mettre une diversion devant les yeux, mais la Russie pense à ça. Si vous parlez à des gens russes, ils vous disent qu'eux, ils se battent pour la préservation de leur nation et de leur culture. Et donc, eux, ils voient à long terme. Ils ne peuvent pas sacrifier tous leurs soldats parce que démographiquement, ils n'en ont pas les moyens. Parce que s'ils finissent tous leurs soldats en Ukraine, qu'est-ce qu'il adviendra si jamais on vient lui chercher d'autres noises avec d'autres pays? Voilà pourquoi la Russie se doit de conserver le maximum de soldats possible à partir d'aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé ici n'est pas du tout ce que les OTANiens, ce que les Occidentaux avaient prévu, et ils essayeront tout pour affaiblir la Russie. Donc notamment de faire perdre à la Russie le maximum de soldats, parce qu'ils savent que si le conflit continue à s'intensifier, la Russie n'aura peut-être pas le moyen de perdurer. L'Ukraine n'a déjà plus les moyens. Concrètement, vous voyez, à la suite de l'interview, lui le dira, il y a de plus en plus des gens qui sont payés pour se battre pour l'Ukraine que des gens qui veulent mourir pour l'Ukraine. Attention, il y a beaucoup de nous, on a beaucoup de missions qui peuvent être annulées à la dernière minute. Et on sait que notre mission qui n'est pas effectuée, c'est d'autres gars qui sont dans des complications et qui sont en attente. Donc c'est très compliqué. C'est une guerre qui est devenue une guerre du ciel. Beaucoup de FPV, beaucoup de drones, des drones qui jettent des mines. Sur un même passage, nous on a pris des mines il n'y a pas longtemps. On est passé 5 minutes avant, on est passé la troisième fois qu'on passait de la journée. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est regarder la tête de Yakovlev. Quand on lui dit ça, c'est là qu'il se rend compte à quel point il a raconté des bêtises et des bêtises sur les plateaux de LCI. Déjà, ça veut dire que lui-même, déjà, il n'a même pas le niveau pour commander des soldats en Ukraine, mais c'est qu'il imaginait pouvoir faire en Ukraine avec ces soldats de l'OTAN envoyés, c'est même pas faisable. C'est même pas faisable, comme je vous l'ai déjà dit ou je vous l'ai commenté dans la vidéo précédente. Bon, j'ai de la chance, on était dans un véhicule blindé pour nous, mais c'est très compliqué. Les véhicules durent pas longtemps, malgré les protections, malgré les systèmes, la technologie avance de jour en jour. Et c'est là où c'est très compliqué, parce qu'un véhicule touché comme nous, c'est beaucoup de choses qui n'avancent pas derrière ou sur le front. Nous, on va assez régulièrement sur la ligne 0 pour ça. C'est très, très compliqué d'avoir des gens qui sont censés rester 7 jours, qui en restent 14, 20. C'est compliqué. Et un véhicule touché, nous, on doit après se dire, il faut évacuer le véhicule, le sauver au maximum. Mais en plus, il faut sauver des drones. Mais on n'est plus dans un contexte où c'est 1, 3, 4 drones qui arrivent. Ils peuvent arriver par dizaines et c'est très complexe à ce moment. Voilà. On vous dit concrètement quel est le cauchemar que vivent les soldats ukrainiens, et c'est même pas trop les soldats ukrainiens, concrètement ceux qui se battent pour l'Ukraine au front. Maintenant, on va passer à la deuxième interview où vous allez attendre la question orientée de Yakovlev et plus ou moins la réponse orientée de Yakovlev qui est en diversion ou en tout cas en divergence avec ce qui s'est dit précédemment dans la première vidéo que je vous avais fait et par rapport au début de cette vidéo. Est-ce que vous percevez un sentiment de lassitude de la part des Russes? Parce que, sauf erreur, ça fait 8 mois qu'ils sont dans les assauts frontaux. Il y a peut-être un moment où ils vont se rendre compte que ça ne changera pas fondamentalement.
Ça fait 8 mois qu'ils sont dans les assauts frontaux. Il y a 8 mois. C'est quoi l'endroit où, pour la première fois, ils sont passés sur les tunnels? Il y a 8 mois, ils sont passés là-bas. Ils sont arrivés à Pokrovsk. Ils sont rentrés dans Konstantinivka. Ils sont rentrés à Kupiansk. Ils sont maintenant derrière Liman, Sibirsk. Je ne sais pas combien de villes sont tombées. Et on a bien vu la technique que je voulais montrer tout à l'heure. La technique, c'est justement d'éviter des assauts frontaux. Donc, regardez voir la question déjà orientée. Si vous suivez ma chaîne, vous avez la vidéo où je vous dis changement de méthode ou changement de tactique russe. Dans cette vidéo-là, on montre comment les Russes ont compris que les Ukrainiens privilégiaient le fait que la Russie, au début, avançait en troupes en masse, serrée avec les blindés et tout ça, pour les abattre plus facilement. Donc, du coup, ils ont développé des systèmes où ce sont des petites unités qui s'infiltrent, qui trouvent un point d'appui, qui nettoient le point d'appui et puis qui font venir des soldats. Et à partir de là, ça explose pour maximiser le terrain qu'ils ont conquis. Un peu comme la brèche qu'ils ont fait entre Pokrovsk et Kupiansk. Mais écoutez la question orientée de Yakovlev. C'est presque ridicule. Et ce qui suit ce conflit, qu'à travers des gens comme Yakovlev, on a tendance à se rassurer en disant que oui, les Russes, ils ont peut-être un baisse de morale ou quoi que ce soit. Mais lui-même, il vient de décrire l'enfer pour les Ukrainiens. Alors si les Ukrainiens qui vivent l'enfer, à cause des drones russes, à cause de l'artillerie russe, à cause du manque d'effectifs, à cause des gens qui ne peuvent pas se retirer du terrain, dont on double les temps de mission, si les Russes, eux, n'ont pas le moral, qu'est-ce que ont les Ukrainiens? Alors, nous, le truc, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas peur d'envoyer, c'est pas grave de perdre des soldats. Ils n'ont pas peur d'envoyer. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut prendre cette interview et aller voir quelqu'un qui souvent met les images de comment se passent les assauts russes ou comment se passent les avancées russes sur le front, qui est History Légende. Prenez ce qu'il dit ici, allez regarder les vidéos d'History Légende et revenez vous nous dire si les Russes concrètement agissent comme eux veulent faire croire ici, plutôt que de les croire. Écoutez ce qu'ils disent, prenez ça en compte et allez regarder les vidéos d'History Légende. Si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours les sous-titres. Et je pense que vous pouvez changer la langue pour que ce soit l'intelligence artificielle qui vous traduise la vidéo en français. Mais allez voir ces vidéos et vous allez vous-même vous rendre compte si c'est que eux veulent faire croire de la tactique russe ici ou de la volonté de la Russie est concrètement vrai ou pas. Donc effectivement, moi on connaît pas trop leur avis là-dessus. Après, ces derniers temps, en tout cas, je sais que dans toute notre zone, il y a effectivement des Russes qui attendent dans la forêt, qui se rendent et qui souhaitent pas du tout rentrer. On va être honnête. Ces mecs-là, une fois qu'ils sont prisonniers, ils sont même bien traités. Sont très bien traités ici. Et ils ont pas envie de rentrer. La plupart voulaient même pas être enrôlés. Donc ça, c'est compliqué. Oh, vraiment. Maintenant, tu vas nous faire croire que les Russes, qui sont mieux payés que les Ukrainiens pour aller au combat, et que eux-mêmes, les Occidentaux, se plaignaient, sont maintenant pas contents d'aller s'enrôler. Alors qu'il y a de plus en plus de gens qui voient ça comme une opportunité de gagner de l'argent ou même de choper l'ascenseur social. Vraiment, c'est incroyable. Mais surtout, écoutez ce qu'il dira après. Okay. Une lassitude chez eux, je sais pas. Nous, par contre, c'est vrai que dans notre secteur, on voit qu'il y a eu du changement. Donc, ils ont renouvelé. Nous, on n'a pas forcément des soldats qui sont enrôlés. Nous, on est un peu plus sur des gens de métier. Voilà. De notre côté, nous avons vu du changement. De notre côté, il n'y a pas forcément des soldats enrôlés. De notre côté, il y a plus des gens du métier. Vous attendez bien. Quand vous prenez ces trois phrases, c'est qui concrètement qui voit que sa population n'a plus le moral d'aller au combat? Non seulement les Ukrainiens ne veulent plus aller au combat, mais ils ne s'intéressent même pas à être enrôlés parce qu'ils ont vu la réalité. Si tu meurs au combat, tu seras porté disparu et ta famille n'aura rien. Ta famille n'aura rien. Alors que concrètement, eux-mêmes les Occidentaux sont partis en Russie voir les familles des combattants et on vous dit que la Russie s'occupe particulièrement bien des familles des gens qui sont partis au combat. Mais avec ça, on veut nous faire croire que les Russes n'ont pas le moral. Tandis que du côté ukrainien, il n'y a même plus d'Ukrainiens qui se battent. Vraiment, c'est juste
incroyable les choses qu'on dit ici. Les gens, ils veulent faire avancer leurs mensonges, mais la réalité est tellement dure qu'eux-mêmes se contredisent dans ce qu'ils disent. Donc, c'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Après, je pense que, comme tout soldat, ils obéissent, mais peut-être pas avec le cœur, je suppose. Voilà, donc c'était la fin de cette deuxième vidéo. Je voulais particulièrement vous faire ces 2 vidéos pour vous montrer, quelle était la réalité du terrain, dit par un occidental qui est sur le terrain, pour vous montrer que concrètement, tout ce qui se raconte sur l'espoir de Zelensky de gagner cette guerre, de faire ceci, cela ou quoi que ce soit, tout ça c'est de l'esbrouf. Il n'y a plus rien en Ukraine. Les combattants, la majorité de combattants sont de plus en plus des étrangers. Des étrangers qui viennent là parce qu'ils sont bien payés. On l'avait déjà vu, la série de mercenaires qui descendaient de l'Amérique du Sud et qui voyaient comme une opportunité de venir combattre en Ukraine. Et beaucoup sont restés sur le carreau en Ukraine. Et vous voyez concrètement que ici, on veut vous faire croire que la Russie a du mal au front. La Russie sacrifie des soldats. Les soldats russes n'ont plus le moral. Mais concrètement, celui qui vous dit ça, lui-même, il n'est pas ukrainien. Et il vous dit que concrètement, de leur côté, alors que le Donbass, c'est l'endroit où il y a le plus de combats en ce moment. Et ça vient aussi corroborer, c'est ce que Military Summary avait dit. Quand il y a eu la brèche dans le Donbass entre Pokrovsk et Konstantinivka, on a envoyé des unités d'élite. Et qu'est-ce qu'il vous dit ce monsieur? Nous, de notre côté, c'est plutôt des gens du métier. Donc ça veut dire qu'ils ont engagé des mercenaires d'élite pour venir combattre la Russie. Voilà, la réalité parle d'elle-même. J'en ai fini avec commentaire de Paco, le mercenaire français. Et donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.